Et donc aujourd'hui, vous savez pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, il revient avec son nouveau concept, parce que ce qu'on peut pas enlever à Shyamalan, c'est qu'il a toujours des concepts assez intéressants et qui donnent envie, c'est aussi ça qui vend ses bandes annonces, c'est que les bandes annonces donnent toujours envie parce qu'il te propose un concept intéressant, inédit en général. Voilà, et dans un genre bien précis. Et dans un genre bien précis, et en plus il est plutôt varié au niveau des genres en vérité, donc c'est pas quelqu'un qui s'enferme dans un genre en particulier. Et donc là, il nous propose le genre de, écoutez, vous allez regarder Le Silence des Agneaux dans un concert de Taylor Swift, c'était comme ça qu'il l'avait décrit, avec donc Trap, avec donc le comeback en force de Josh Hartnett, qui est un acteur en vrai, nous on n'a pas grandi avec Josh Hartnett, on fait pas partie du club ado, on était trop jeunes, qui ont grandi avec Josh Hartnett, qui était un peu On n'a pas 35 ans. Non, qui était... Même si jamais. Donc, qui était vraiment un peu une sex symbole pour les adolescents en fin 90, début années 2000. Le seul film que j'ai vu avec lui jeune, c'était on l'a vu, c'était le Dahlia Noir de Palma, où je trouvais pas forcément très charismatique, il était un petit peu mollasson, quoi, c'était pas... Il était niais, selon Il était niais. Sans dire qu'il jouait mal, mais... disons qu'il avait un visage en devenir, hein. Moi je vois bien les producteurs de la Warner qui le voulaient en Superman, moi je comprends tout à fait. Il y avait cette fameuse mâchoire, mais j'aurais plusieurs en Batman maintenant avec son regard de psychopathe, mais... Je trouve qu'il a bien vieilli, et que il a bien vieilli. Les trailers m'ont donné envie pour la performance. Après moi j'avais été déçu qu'il dévoile... En fait j'avais pas compris... Je sais pas si c'est sur la vidéo qu'on avait faite. Ouais. Je n'avais absolument rien compris au trailer, et même toi t'avais pas bien compris, parce que on disait que des choses qui allaient dans le sens contraire à ce qui se passe réellement dans le film, parce que là le trailer est très clair. Et le souci c'est que le trailer est très clair, justement, donc je pense que j'aurais dû aller voir le film sans revoir le trailer, sans connaître rien de plus, et comme ça j'aurais totalement pris, parce que du coup ça fait que le suspense est vite tue, et que je dois laisser l'acteur Josh Hartnett m'emporter si je veux avoir un espoir pour ce film. Mais effectivement, on a repéré Josh Hartnett, surtout par ses comebacks un peu plus récurrents qu'il a eu récemment, notamment, je suis tombé... Moi, je l'ai rencontré, entre guillemets, avec l'épisode où il était avec Aaron Paul dans Black Mirror, qui était le meilleur épisode de la saison où cet épisode a été sorti, de Black Mirror, et dans Oppenheimer, où il avait un rôle plutôt important aux côtés de Cillian Murphy. Et donc là, il reprend un rôle titre, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, en tout cas dans un film un minimum populaire, d'un réalisateur un minimum renommé également. Et donc c'est un peu le film comeback qu'il a pour nous montrer si ça vaut le coup qu'il revienne, et s'il avait encore, il pouvait être encore plus charismatique que ce qu'il était prétendument peut-être dans sa jeunesse. Et donc ça va être est-ce que ça va être compliqué de faire une review sans spoiler? On va spoiler, on va finir par spoiler, ça c'est sûr. Oui, ça va être court. Oui, ça va être court. Mais voilà, tout ça pour vous dire que Trap, est-ce que ce film-là va enfin, parce que je trouve que depuis The Visit / Split, Shyamalan n'arrive pas à nous offrir des conclusions satisfaisantes ou à faire des films. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose dans ces films pour dire que c'était très très bien, quoi. Et malheureusement, on va dire que Trap n'échappe pas au piège, on va dire, Trap tombe au piège, bon, je vais arrêter. Mais dans le sens où le concept... est-ce qu'on spoil le concept? Parce qu'en vrai, c'était dans les bandes annonces. Oui. On va spoiler. Donc, barrez-vous maintenant, si vraiment vous voulez rien savoir. En vrai, on vous recommande d'aller, faites-vous votre propre avis, on vous recommande d'aller le voir quand même. C'est très... De toute façon, il y a un très bon acteur. Donc très bon acteur. Si vous ne savez rien du film, de toute façon, vous avez vu l'affiche, vous voyez que c'est un film thriller, etc. Allez-y, parce que vous allez être divertis. Après, si au bout d'1h30 vous voulez quitter la salle... Sur 1h40, hein. Sur 1h40. Si au bout d'1h25 vous voulez quitter la salle, on comprendra. Mais au moins, pendant 1 heure, vous allez vraiment aimer. Surtout que le film est très très rythmé et que la réalisation est très très bien faite, donc on vous recommande d'aller le voir, le film est globalement bon, donc voilà. Donc le concept du film, donc Josh Hartnett est le tueur, et Josh Hartnett joue un beau père de famille tout sympa qui a emmené sa fille au concert de Lady Raven. Et il y a des gens qui m'ont fait rire parce qu'ils ont dit que c'était After Earth, mais cette fois Shyamalan voulait faire un film pour sa fille, cette fois. Du coup, parce que sa fille... Il s'est attribué After Earth. Ouais, donc avec sa fille, j'ai plus son nom. Saleka. Ouais, je crois que c'est Saleka Shyamalan. En évoquant aussi le fait que son autre fille a fait un film qui s'appelait The Watchers en début plus tôt dans l'année. On l'a pas vu. On l'a pas vu, non, mais le film a eu des critiques assez catastrophiques, du coup j'ai un peu évité de le voir, du coup. Mais voilà, d'ailleurs, je crois qu'il y a un petit easter egg sur ce film-là dans le trailer de Trap, et donc probablement dans le film aussi. Donc Shyamalan met beaucoup en avant la famille, on va dire, dans cette année, et surtout dans ce film-là. Après, il y avait Man aussi, ça me rappelle Man, le film de Alex Garland. Que je n'ai pas vu. Incroyable, ça. Ouais. Les critiques, incroyables. Et donc on suit un père de famille qui emmène sa fille dans un concert. On découvre que ce concert, en fait, c'est un piège qui a été tendu pour attraper un tueur en série qu'on appelle le Boucher,
Et le twist, c'est que le boucher, eh bien, c'est le père de famille, c'est Josh Hartnett, qui va donc pendant tout le film essayer de s'échapper du concert, de la salle de concert qui est ultra sécurisée par tous les flics qui le recherchent, et donc à partir de ce concept-là, je trouve que le concept du film fonctionne à merveille, et que la première heure, 1h10, 15 du film, moi j'ai beaucoup aimé le début du film, la première grosse partie du film, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que déjà en termes de réalisation, c'est du Shyamalan. Bah, ouais, pas tant que ça. Parce qu'il y a si on regarde spécifiquement les bandes annonces, on le sait, c'est un concert où tout un tas de flics, le SWAT, etc. là, va tendre un piège au boucher, un tueur en série, et peu importe comment il s'appelle, ce n'est pas important. Le trailer nous présuppose qu'il s'agit de l'acteur principal de Josh Hartnett, et donc du père de famille, enfin du père de la fille. Mais le trailer ne nous dit pas si ce concert était vrai ou faux. Il ne nous dit pas si ce concert avait été de toutes pièces orchestré dans le seul et unique but, non pas de rapporter des sous à Saleka, mais de piéger le boucher. Ça fait partie des twists du film. Mais il se renforce après, mais bon, ce que je vous l'ai dit, c'est pas... Ouais, bon, c'est pas... On va t'excuser. Ouais, après, moi j'y ai pas pensé du tout, hein, j'ai envie de te dire. Parce que ça reste un concert où il y a des gens qui profitent en dehors de ce délire-là. Hein. Oui, mais on apprend quand même après que c'est encore plus orchestré que ça. Oui, bah après, il y a une orchestration, orchestration. C'est réalisé, derrière tout ça, mais ouais. Mais oui, en termes de réalisation, en me fiant sur ce qu'on voit dans les bandes annonces, je trouve que tout ce qui touche au concert, c'est nickel, c'est très bien fait de la part de Shyamalan. Il y a beaucoup de plans subjectifs à la première personne où donc on a Josh Hartnett en face cam, avec ses sourires très comme on le voit dans les bandes annonces, avec ses sourires très malsains, un peu creepy. Le gars, il sait pas être heureux, il sait pas sourire, du coup, il est très dérangeant en fait. Et si on parle des performances d'acteurs, bah ouais, il y a que Josh Hartnett à évoquer quasiment. Mais Josh Hartnett, je trouve qu'il est très très bon dans le film. Il a vraiment des regards. Il y a ce côté, à la fois il peut être le père rassurant, un peu cool et tout, et à la fois il arrive à être un peu terrifiant. Il arrive à être, surtout c'est un gars qui est encore en forme pour son âge, donc un peu balèze, etc., un peu assez grand. Il a quel âge ? 46. Donc, ouais. Donc par sa taille déjà il peut être un peu flippant, et de base par son interprétation, ses regards, son sourire, le fait qu'on le filme tout le temps de face cam, ou parfois on coupe le visage en deux et on le voit plus. En fait il est perturbant, même avec la mise en scène on le rend perturbant. Dans le profiling du film on dit un trentenaire, fin trentaine, début quarantaine. Ouais. Quadragénaire ils disent. Ok. Mais ouais. Mais sinon, moi, c'est le truc que j'ai un peu observé le plus, c'est moi tout le jeu des codes couleurs de Shyamalan, comme d'habitude. Donc, avec le sol des comptes de la salle de concert qui est rouge, qui peut symboliser évidemment le côté orchestration et le côté, nature en série qui est là. Les lumières, petit à petit, on a allumé le spectacle, le concert de, Lady Raven, elle s'appelle, dans le film, qui vire donc du bleu au blanc, des portables qui s'allument, où justement, lui, il allume pas son portable comme on le voit dans la bande-annonce, ce qui montre qu'il est hors du truc. Et le fait qu'ensuite les lumières soient majoritairement rouges du concert, ce qui révèle également l'aspect négatif, hein. C'est les codes couleurs classiques de Shyamalan, le rouge c'est négatif, le bleu c'est positif, donc la présence des policiers, du FBI qui renvoie la positivité, sa fille qui je crois est habillée en partie en bleu aussi, qui renvoie la positivité, etc. Et d'autres personnages qui jouent avec ce code couleur là, et lui qui est habillé en jaune, donc la couleur de la rassurance en fait, alors qu'en fait il a du rouge, il a un peu de rouge en dessous de sa veste jaune. Non, le jaune c'est plutôt la couleur. Oui, il est plus beige jaune, oui. Ouais. C'est plutôt la couleur de pas de l'anxiété, oui, mais de la. Comment dire, quand il y a du jaune, c'est angoissant. Dans une pièce où il y a du jaune, c'est angoissant. Ouais. Moi je voyais plus ça en mode il se cache, tu vois, il se fait passer pour un gars bien. Mais en fait, si tu mets du jaune par-dessus en plus du rouge, c'est crescendo, c'est-à-dire c'est la couleur juste avant le rouge, le jaune. Donc c'est doublement négatif. Mais oui, c'est possible aussi. Oui. Mais le jaune, normalement, c'est plutôt inquiétant, et ensuite tu vois le rouge, là, c'est plutôt angoissant, et le rouge, là, ça devient dangereux. Sinon, il y a tous ces plans face cam, donc de face, les plans, il fait même des plans découpés de visage aussi, pour perturber davantage et pour montrer que le personnage est encore plus perturbé dans un sens, ou le fait qu'il soit pas complètement focalisé sur ce qui suit. Non, mais la réalisation, pour dire, est supérieure à ses anciens. Alors, peut-être pas Old, parce que Old, je me souviens que c'était quand même de la qualité, de la cam. Mais depuis Knockout de Cabine, pour moi, il s'est un peu plus surpassé. Je sais pas si Knockout de Cabine avait bien marché, je sais pas pourquoi cette raison-là, mais le fait qu'il y ait un décor établi, moi j'aime bien le practical, et lui aussi, et qu'en plus il y met tout un tas de figurants, il n'a fait qu'en jouer en fait de son décor, et c'est génial. Donc là il s'est donné, et il a prévisé son film à fond, parce que de toute façon c'est son décor.
Donc oui, en termes de metteur pour un metteur en scène, de faire ce film-là doit être assez satisfaisant et on le voit au résultat. Oui, là, on est dans un film qui est un peu plus cher que ces 3-4 précédents, à 30 millions de dollars, avec beaucoup donc, de figurants, avec donc, tout ce local presque centre commercial, donc tout ce cette salle de concert qui est gigantesque et qui est bien mise en valeur par le film. Je trouve qu'il y a une mise en scène très nolanienne dans le sens où, un peu comme l'intro de Tenet, c'était un peu le même délire, intro de concert un peu spectaculaire, avec beaucoup de plans fixes, des jeux de parallélisme avec les policiers en file par exemple, ou des trucs comme ça, et le côté practical, en fait on sent que c'est quelque chose d'assez réel, assez palpable. Et encore, moi je trouve pas qu'il fait beaucoup de... Même dans les plans du concert, il aime bien filmer par rapport aux écrans géants qui montent ça l'écart. Moi je trouve qu'il fait une grosse pub à sa fille, mais c'est normal. Oui, aussi. Il faut rappeler que sa fille est une réelle interprète de la vidéo de Paname. C'est à l'instar de Phantom de Paradise que tu n'as pas vu, ou Paul Williams, qui a aussi orchestré avec les Daft Punk, il me semble récemment, si je dis pas de conneries. Grand musicien, avait orchestré la musique du film. Hein, mais je crois qu'il a pas, je sais plus s'il apparaissait dans Phantom of the Paradise, je l'ai vu qu'une seule fois. Donc là, c'est un peu le cas pareil, le cas similaire. Bon, on est plus sur de la musique, c'était plus un mélange entre le rock et l'orchestration dans Phantom of the Paradise, un film des années 70 ou 80, plutôt 70. Là, on est sur de la R&B, vraiment R&B, entre le hip-hop et la pop. Moderne. Ouais. Mais oui, la musique est plutôt intéressante dans le sens où du coup, Shaman avec c'était le film qu'il a mis le plus de temps à écrire de sa carrière. Il a mis plus de 5 mois pour l'écrire, il a dit. Et que... ça m'a un peu surpris. T'es une matrice. 5 mois, c'est 5 ans pour matrice. Bon, matrice, c'est autre chose. Hein, matrice, voilà. Mais... Et que sa fille a écrit et chanté les chansons. Et donc, elle a écrit 14 chansons pour le film original. Et thématiquement en lien avec les événements du film, donc cohérent avec le film. En 6 mois. En 6 mois, donc, on va dire. Donc, ce qui est assez impressionnant. Et ce qui est... En plus, les chansons sont plutôt pas mal et couvrent bien la BO du film. Donc... Oui, c'est efficace. Hein, c'est une bonne interprète. Pour moi, c'est pas la reine de la pop moderne, pour moi, c'est du Alipa. C'est en dessous, mais la voix est plus portée, c'est un peu moins commercial, c'est un peu plus intime dans la voix, hein, seulement la voix. Le reste des chansons est beaucoup plus commercial et des chansons bien moins bonnes, juste pour bouger. Mais pour les musiques intimes, j'ai bien aimé. Ouais. Assez propre. Et puis il est très doué pour faire beaucoup de plans à double information, on va dire. C'est que t'as des plans où t'as le personnage de Josh Hartnett qui est dans un coin, et de l'autre coin t'as quelque chose qui pourrait le mettre en état de nuire, par exemple. Il joue beaucoup sur la double notion de tout ça. Ou même juste, t'as par exemple lui qui est à côté d'un écran de concert, et t'as tout le monde qui est focus sur l'écran de concert, et t'as lui à côté qui a la vue de tout le monde, alors que c'est la pire situation pour lui. Il fait beaucoup d'inserts sur des objets, parce que il y a ce côté un petit peu presque film d'espionnage, un peu. C'est le gars il va se faufiler un peu partout pour essayer de voler des objets un peu partout, et donc en fait il y a un côté très ludique à ce film. C'est pour ça que c'est marrant, parce qu'on suit un tueur, donc un personnage qui est censé être horrible. D'ailleurs, même les chiottes étaient rouges. C'était du code couleur rouge aussi. Donc, un personnage qui est censé être... Et son portable aussi. Son portable est noir avec une focale rouge aussi. Bref, les codes couleurs, c'est Shyamalan. Et ouais, on est censé suivre un personnage qui est détestable, un tueur, etc. Mais comme Josh Hartnett est naturellement très sympathique en tant que père, et parce que on est un peu comme dans une émission de télé, quoi. C'est qu'on veut voir comment il va y arriver, on veut voir comment il s'en sort, et donc il y a un côté ludique, on joue avec le spectateur, ce qui fait que on est assez pris par le film, on va dire, et par comment il va faire. Et pour moi, et ça va être l'un des défauts du film qu'on pourra relever, c'est qu'on va tomber inéluctablement sur des facilités scénaristiques que je trouve un peu forcées, même dans cette partie-là, parce que le film va avoir le film et donc focus sur le concert en grande majorité, mais il va avoir un retournement de situation qui va diviser les gens, je pense. Soit ça va passer, soit ça va casser selon certains. Mais moi, je dirais qu'à partir de ce cassage de rythme, les facilités scénaristiques sont encore plus grossières qu'elles ne l'étaient dans ce qui le précédait, ce cassage de rythme. Mais dans la partie concert, globalement, toute la partie concert, je trouve que le concept, en tout cas de cette partie-là, est très très bien géré. Je trouve que les facilités scénaristiques, parfois, sont très faciles, mais je trouve ça passe, ça le fait, ça fait partie du divertissement et du... C'est très américain. C'est très américain, on va dire. Et puis... moi je voulais dire, avant de rebondir là-dessus, parce que j'ai aussi beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est que Josh Hartnett se la joue Jack Nicholson, avec même la tenue vestimentaire, je sais pas si c'est fait exprès, il y a un côté Jack Nicholson et dans le sourire, le côté psychopathe. Je pense que Shyamalan aurait adoré pouvoir diriger Jack Nicholson. Et qu'est-ce que j'allais dire?
En fait, il y a un côté années 80, je saurais pas quel film, j'essaie de m'en rappeler, mais il y a tout un tas de films comme ça des années 80. Et en plus, ça ressemble beaucoup aux séries actuelles modernes, hein, et même aux films modernes qui sont ridicules. Ça me rappelle La Casa des Papel, ça me rappelle Lupin, où il y a des facilités grossières, mais tout le temps. Là, elles y sont, mais elles sont réfléchies, les facilités, sauf à partir du moment où, on va dire après les 1h30 à peu près, 1h20, 15, où là ça commence à devenir un peu trop facile, et ça commence à se ressembler justement à ces contenus comme Lupin et La Cassette des Papels, où les personnages finissent toujours par trouver un moyen. Ce film-là, mais Shyamalan nous l'a déjà fait, hein, ça. Les facilités vont être globalement très méthodiques, et la manière dont c'est réalisé, dont c'est préparé, il y aura des build-up sur des facilités, il y aura des petits indices à repérer au début du film qui vont être réutilisés ensuite. C'est malin. Globalement, les bonnes 1h15 du film, toute la grosse partie huis clos dans le concert, ce qu'on va vous dire après, c'est qu'il y a plusieurs parties dans ce film. Je trouve que ça fait partie du côté américain, du côté c'est un personnage qui s'en sort, c'est comme ça, c'est un peu comme la balle qui a évité Trump. C'est inéluctable, c'est destiné à nous, public, pour nous divertir. Et de toute manière, c'est Josh Hartnett, c'est un acteur qui mérite de s'en sortir pour ce qu'il incarne, tu vois, et c'est même le symbole de la fin du film. Mais moi j'avais vraiment l'impression de regarder une espèce de Die Hard inversé, où t'as une espèce de prise d'otage dans un huis clos, où le personnage va essayer d'affronter l'antagoniste et de sortir d'ici, alors que là on est dans l'inverse, c'est l'antagoniste qui est pris en otage dans ce huis clos là, et donc je trouve que ça participe à ce côté ludique, c'est que il y a un côté film des années 80, mais inversé dans la tendance, on va dire. Et puis dans le côté, il y a aussi ce côté Silence des Agneaux, bon, qui est pas un film que j'apprécie beaucoup, qui est rajouté par rapport au fait qu'on traite quand même un peu de la psychologie du personnage. Il y a un petit peu ce côté de profiler, évidemment, si on évoque Silence des Agneaux, le profiler, c'est le truc qui est un peu central dans le film. Donc il y a ce côté-là qui va un peu développer quand même la sensibilité du personnage. On a ce côté profiler qui, au-delà du fait qu'on soit sur un personnage qui est plutôt froid et qui essaie de séparer ses deux vies, l'humanise peut-être un peu sur sa fragilité, entre guillemets. Et de l'autre, peut-être qu'il y a plein de thématiques à ressortir de ce film. Déjà, on a beaucoup d'utilisation du portable dans ce film-là. C'est que le portable est, au-delà du côté fanboy, des gens qui filment la chanteuse, etc., le portable a un rôle très important dans le film, et au final, tout est bien installé par rapport à cela. Après, je sais pas si c'est en négatif peut-être au début, mais ensuite ça part plus sur du positif, on va dire, sur l'utilisation du portable, et donc de la technologie, nous allons dire. Et aussi peut-être un peu de l'hystérie des gens quand ils sont auprès d'un spectacle qui manque totalement de lucidité, alors qu'il y a un tueur qui est planqué ici par exemple, donc peut-être qu'il y aura une petite critique de ça aussi, surtout si on évoque un peu le côté Taylor Swift. L'idée, parce que quand je dis moi je veux pas employer le terme de critique parce qu'il s'agit de sa fille, et du coup je vois pas Shyamalan nous proposer une critique, mais on le voit souvent au travers du jeu de Josh Hartnett, qui se veut globalement humoristique, je pense, et c'est ce qui permet à nous spectateurs d'apprécier le personnage de Josh Hartnett, hein, parce que c'est toute la difficulté quand t'incarnes on peut le dire quand même, c'est lui le tueur, quand t'incarnes un personnage méchant, mauvais, comment le rendre attachant, c'est la problématique des films Suicide Squad. Est-ce qu'il faut les rendre gentils ou pas du tout? Est-ce que ce sera attachant? Est-ce que ce sera intéressant? Il y a des exemples de films comme ça où c'est des méchants qui s'en sortent tout le temps, mais je les ai pas là. C'est fou. Non, mais il y a des exemples de films iconiques là où c'est des méchants. Ça me dit rien. Fantomas. Oui, non, mais c'est pas lui le héros de Fantomas, c'est plutôt De Funès et l'autre. Il y a tout un tas de scènes qui seront malignes et qui seront comiques, notamment avec sa fille, où il va être cheap. Le personnage va dire il est trop vieux pour ci, il est trop vieux pour les délires de gamine. Et en plus, là où je trouve Shyamalan joue bien son coup, c'est qu'il oriente vraiment son concert vers les plus jeunes, vers les filles même. Là où, si vraiment il voulait amener vers une critique, pour moi, il vient pas critiquer la chanson moderne, il vient pas critiquer les concerts modernes, dans le sens où il amène ça vraiment vers des enfants, et il dit c'est pour les enfants. C'est eux les premiers, et au final ces musiciennes-là modernes de R&B ou je ne sais quoi, du truc sympa, mais sans dire que c'est de la musique de merde, pas du tout. C'est destiné à un public, et puis Josh Hartnett n'y est pas, tu vois, c'est pas du tout le profil. Et tout ça, ça crée de l'empathie, et ça fait qu'au final, au bout d'un moment, même assez vite dans le film, on est happé par le personnage, et on a je vais pas dire qu'on a envie qu'il s'en sorte, ça c'est propre à chacun, mais du moins on a un peu de sympathie. Et ça, c'est tout le jeu de mettre de l'humour dans son film. Les manquements, notamment de certains réalisateurs, je pensais à Nolan ou à Zack Snyder.
Surtout qu'on est en fait, oui, il y a un côté très humour noir dans le film, très comédie noire, Voilà. qui rend le film encore plus ludique, en fait. C'est qu'il y a des situations que le personnage commet ou auxquelles il se retrouve, qui font que la situation devient marrante et que le personnage peut devenir drôle par inadvertance, nous allons dire. Et puis le fait que c'est un film qui se regarde au cinéma parce qu'on nous filme un concert, donc on a presque l'impression d'être dans le concert parce qu'on est sur une espèce de quatrième mur, en fait. C'est qu'on regarde un concert en étant dans une salle de cinéma. C'est dès le début. C'est comme là, cette fois-ci, au lieu de mettre un... Après, il fait pas toujours ça, hein. Ça c'est un peu un terme assez grossier de dire que Shyamalan c'est juste un réalisateur à twist et qu'il met un twist à la fin de tous ses films. Mais... Parce que dans Roanoke de Cabine, il n'y avait pas de twist, en vrai. Mais... C'est le twist, c'est qu'il n'y a pas de twist. Ouais, et ce twist-là, ce qui aurait pu être un twist, en fait, c'est ce qui amorce le film, c'est que directement, on connaît la nature du personnage, quoi. Donc, il y a pas vraiment de twist. On va dire qu'il y en a un petit à la toute fin, mais il y a surtout des retournements de situation, quoi, mais qu'on peut voir ou pas. En fait, il y a des révélations. Oui, il y a des révélations. On n'est plus sur le mot twist, pour moi, où ça retourne. Ouais. On est vraiment sur juste une révélation. Oui, tout à fait. Et je suppose aussi qu'il doit peut-être avoir un développement, une thématique par rapport à la paternité, parce que la paternité n'est pas développée de façon très positive dans ce film-là. Une autobiographie. Ouais, par rapport à... Parce que déjà, il s'auto-évoque un peu dans ce film-là, déjà littéralement dans le film, de sa fille, on va dire. Et puis avec le personnage donc ce personnage méthodique qui essaye peut-être de fuir une foule de spectateurs qui veulent le défoncer ou de policiers alors que lui se retrouve dans une salle de cinéma qu'il reconnaît pas. Je pense, moi je suis j'ai pas d'interprétation très propre et très claire et nette, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans, en tout cas. Que ce soit dans la question de la paternité ou dans le fait que peut-être, un peu comme Fincher, peut-être il se voit un peu dans le personnage, je sais pas. Il faut de préférence bien connaître les acteurs du film, hein. C'est principalement sa fille et Shyamalan même, le metteur en scène, parce que le metteur en scène peut s'exprimer à travers nous, parce que contrairement à un film comme Split, un film peut-être pas comme de Cabine, même Hall, il y avait un peu ce côté-là, la caméra c'est nous. Dans les films de Shyamalan, la plupart du temps, nous sommes les yeux à travers la caméra, parce que là on peut pas être à travers la fille, tu vois. On vit pas non plus les choses comme si on était la fille dans le film, on la voit pas tout le temps, voire pas souvent. C'est Shyamalan qui regarde le film, c'est lui qui nous montre comment il veut qu'on voit le film, à travers la caméra uniquement. Ça c'est important de le comprendre, et puis de comprendre le lien évidemment entre lui et sa fille qui anime le film. Oui. Tu veux qu'on spoil ? Je pense qu'on va bientôt spoil, donc c'est pour dire que la fin du film va diviser. Personnellement, je suis assez divisé sur la fin, c'est que beaucoup de facilité scénaristique et un résultat qui est peut-être un peu trop... en fait, le film se rapproche presque d'une espèce de parodie un peu de série B sur la fin, et en vrai c'est un peu cohérent avec ce qu'on dit, les facilités scénaristiques qui semblent très, très intentionnelles, et la tonalité un peu humour noir fait que vous pouvez prendre le film comme une espèce de grosse série B noire, un peu en mode ludique, etc., un peu rigolote, on va dire. Mais si vous attendiez un thriller un peu sombre que Shyamalan a déjà pu faire par le passé, je trouve qu'on s'en éloigne un peu dans cet aspect-là. Donc la fin va beaucoup diviser, et moi personnellement c'est la fin qui encore une fois me satisfait pas, et ça, je trouve ça dommage parce que le film aurait pu s'arrêter plus tôt et s'arrêter à son concept et pas forcément s'étendre. Voilà, mais moi je pense qu'il faut que vous ayez le voir, je vais pas vous vendre une déception. Moi comme je vous l'ai dit, et si vous voulez partir, partez au bout d'1h25. Je vous conseille pas non plus de partir, mais c'est pas non plus Transformers 5, hein, mais c'est pas... Le film est divertissant, il est rythme, il y a pas c'est pas la peine des singes, je sais pas. Vous pouvez rester... Mais ça passe ou ça casse. Il y aura une révélation. Non pas que, mais on va voir tout de suite ça en partie spoiler. C'est que simplement quand on dévoile les intentions d'une personne, c'est un peu comme le Joker. Moi je l'ai vu un peu comme ça. Si on dévoile l'origine du Joker, on a par exemple vu tout un film avec le Joker et puis qu'au bout d'1h30 on dévoile ses motivations, qui il est vraiment, est-ce qu'il s'appelle vraiment le Joker, ça c'est toujours une grande question dans les comics. Ça peut perturber, ça peut même totalement... désamorcer le film. Donc là c'est un peu le même cas, c'est-à-dire que la fin va soit vous renforcer un attrait, moi j'y crois pas, parce que pour moi la fin elle est plutôt de mauvais goût, sans dire qu'elle est mauvaise, elle est plus de mauvais que de bon goût. Vous avez bien entendu le droit d'aimer. Ce qui fait que j'attends toujours le prochain très bon film de Shyamalan depuis ces quelques enchaînements de films ok mais qui sont toujours trop défaillants. Voilà, moi c'est ça, ma simple déception c'est si c'était arrêté à ce moment du film, on précisera ça après, j'aurais pu le qualifier pas d'un très bon film, mais d'un film bien maîtrisé, ce qui est quand même un peu mieux que Hold. Pour moi la fin quand même était un peu ridicule. Et Knock de Cabine, j'accrochais pas. Mais oui, Josh Hartnett, la réalisation et le fait que le film soit rythmé, soit très ludique envers son spectateur, fait
que en tout cas vous devrez passer un moment, un très bon, ça je ne sais pas, mais en tout cas vous aurez un moment divertissant devant le film, et après vous ferez chacune votre propre avis. Donc à partir de là, on va pouvoir spoiler, donc spoilons. Bon, comme on l'a dit, la meilleure partie du film, c'est toute la partie dans le concert avant qu'il se barre du concert, même s'il y a des grosses facilités, certaines que j'ai un peu plus du mal quand même à accepter que d'autres, mais je pense encore à ce gars-là qui accepte de tout lui dire. Le vendeur de t-shirt là, il fait ouais mon code c'est ça, Après, ouais c'est t'es toujours, pompier, t'es pompier, on est super poteau. Il est un peu obèse, ouais. Il a pas confiance en lui, du coup il a besoin de se faire un ami, je sais pas. Ouais. Tout ça c'est sociologique, ça peut s'expliquer dans la vraie vie, mais j'ai envie de te dire, le mec il a été briefé par le FBI avant, je pense. Oui, du coup, si c'est bien pensé, il a été briefé par le FBI en surtout disant si fais attention à ces informations là. C'est vrai que c'est un côté ridicule. Et moi ce qui m'a le plus dérangé, c'est les quelques flics qui croisent le tueur. Ouais, la séquence où il croise Uncharted, mais il y a plein de moments où il croise des flics. La séquence où il rentre dans le briefing des flics pour prendre un café là. Ça c'est ridicule. Et il y a la séquence sur le toit aussi. Ouais, la séquence sur le toit où comme par hasard il a réussi à prendre un tablier où il y avait le portefeuille sur le tablier. Ça fait vraiment penser aux séries. Ouais, ça fait très Casa de Papel, tu vois. Ouais, mais totalement. Mais... tout un tas de choses. Et d'ailleurs, le vendeur de t-shirt, ça nous vend une scène post-générique qui est assez rigolote, qui fait que le film vire quand même dans la comédie à certains moments. Oui, mais ça, il l'a toujours bien fait. Ouais. Même dans, je sais plus, il y a un de ces films où il y avait aussi une scène comme ça, un peu cynique. Il sait aussi virer dans le cynique. Moi, j'adore Shyamalan quand il vire dans le cynique. Et humour et en même temps cynique. Ouais, mais j'aime bien les scènes où le personnage vire vraiment dans son côté tueur, il regarde le portable dans les toilettes rouges, il fait tomber la dame, il fait brûler l'autre dame dans la cuisine. C'est rouge qu'on n'a pas revu depuis Shining, bien sûr. Oui, c'est vrai, il y a un petit côté Shining dans le code couleur du théâtre, du concert. Je pense qu'il a eu je pense pas qu'il ait redesigné le théâtre, mais je pense qu'il a eu beaucoup de chance dans le théâtre qu'il a dû choisir, du coup, par rapport à ses codes couleurs habituels. Et... qu'est-ce que j'allais dire ? J'avais pas trop compris en voyant le film, en fait, le personnage a beaucoup de flashs de sa mère, en fait. Oui, et en fait, la police. En fait, il imprime sa mère sur la profileuse, du coup. Moi, j'avais pas trop compris, mais début, plus tard, j'ai vu. J'imaginais le twist que la profileuse, exactement. Ouais, qu'elle était la mère. Ouais. Bon, ça aurait été un peu grossier. Ça aurait fait trop psycho. Trop psycho. Exactement, psycho. Trop psycho. C'est ma mère, elle m'a traumatisé. C'est un hommage à Psycho pour moi aussi, mais ça ressemble beaucoup à Psycho, surtout quand on va vers la fin. Il y a un côté, en fait, il y a un côté slash. Je trouve que le film devient de plus en plus une espèce de slasher un peu assumé à la Vendredi 13, un petit peu série B, en fait. Aussi, plus film. Ouais, surtout que. Entre Jason et Psycho. Ouais. Mais comme on l'a dit, il y a cette critique du père, on va dire. Moi, ce que j'aime bien avec ce film, c'est que le personnage, c'est que t'as des gens qui vont regarder des choses et le personnage va les voir de manière différente que ces personnes-là. C'est que t'as une star qui va sortir d'une trappe, justement, et lui, il va pas être focus sur la star, il va être focus sur la trappe en mode, peut-être que ça peut être un échappatoire. Ah, on va se focus, je vais enfin pouvoir chanter avec ma chanteuse, et lui, il va juste se focus sur le fait qu'il y ait backstage derrière pour qu'il s'enfuit. Donc moi, je trouve ça marrant. Ça rend marrant le film. Je trouve ça marrant, oui, c'est que lui, il voit pas les mêmes choses de la même manière que nous, parce que lui, il voit que des échappatoires et des potentiels, quoi. Plus puissant que ça encore, c'est que même quand on va vers la fin, la manière de penser d'un psychopathe peut être travaillée aussi à l'instar du film sur Ted Bundy. Vous vous rappelez bien de Ted Bundy, un mec qui avait une vie toute rangée avec une copine, et puis d'un coup elle apprend que c'est lui le tueur de toutes ses femmes, etc. Regardez le film Netflix qui était pas trop mal, il me semble. Avec Zac Efron. Oui, incroyable, le seul film de Zac Efron. Et Aaron Claw était sympa. Une sacrée métaphore de Ted Bundy. C'était quoi ce lapsus? C'est moi, c'est plus fort que moi. Et ok. C'est vrai. Bon. Après, vous savez ce qu'il fait sur la chaîne. Non, mais c'est pas de quoi m'accuser, hein, parce qu'on a tous des yeux. Mais globalement, il y a une manière de penser de ces personnes-là qui est totalement différente. Et moi, je la conçois parce que, sans dire que je les comprends, je vois souvent cette idée, ils font chaque chose vers une nécessité, il n'y a jamais d'émotion. Oui, on est sur des personnages qui sont très méthodiques et très intelligents, quoi. Un but. On ne tue pas par hasard. Ce personnage ne veut jamais tuer par hasard. C'est ça qui est fort, c'est que vers la fin, quand il y a la Salika, j'allais dire la Renoise, parce que en général c'est ce type-là dans ces films-là. Non, là c'est sa fille qui se met à jouer. Attention. Il y a aussi tout un petit jeu sur les backstage. Il montre un peu les stars d'une autre facette avec le gars chanteur à la fin là, Momo, je crois. Il ne la tue pas quand elle s'enferme dans la porte, dans la salle de bain, dans la salle de bain. On entend tout un tas de bruit, c'est super angoissant. On se demande est-ce qu'il a tué tout de suite sa famille. Et du coup, on attend seulement le moment où il va ouvrir cette porte, où cette porte va être ouverte parce que c'est lui qui veut l'ouvrir. Elle est fermée.
Il ne la tue pas. À aucun moment il se dit je vais la tuer parce que je suis énervé. Pourtant il est énervé. Hein. Josh Hartnett il perd ses moyens, le psychopathe perd ses moyens. Ah, ça c'est intéressant. Il est dans le contrôle tout le film et après il perd ses moyens, mais c'est toujours ce qui m'intéresse le moins. Je dis que c'est intéressant, mais c'est toujours ce qui m'intéresse le moins quand t'as des personnages aussi charismatiques, un acteur comme Josh Hartnett. Ça me dérange un peu qu'il joue un psychopathe qui perd tous ses moyens. Tu vois, moi dans Shining, Jack Nicholson il perd pas ses moyens. Ah si, à la fin, oui non c'est vrai, je dis de la merde. À la fin il devient taré, encore plus. Mais là de le voir perdre ses moyens... Si on parle de porte. Ah oui non mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est Jack Nicholson. Moi, ça m'a un peu cassé le truc de la fête que j'avais sur Josh Hartnett, et ça m'a surtout envie de le revoir dans d'autres films. Donc ça m'a vraiment ça m'a donné envie de passer à un autre film avec Josh Hartnett où il ne joue pas un taré parce que je pense qu'il a un potentiel. Ou même il joue un méchant, un peu comme dans Hit, tu vois, un méchant gentil, un méchant qui fait ça pour l'argent, tu vois. Je pense qu'il a un potentiel ailleurs, et moi de le voir perdre ses moyens comme ça enlève un peu de charisme au personnage, et du coup, moi ce qui faisait tenir le film, c'était le charisme du personnage, mais c'est la réalité du jeu. C'est quand tu veux aller plus loin, malheureusement Shyamalan a choisi d'aller plus loin, moi c'est pas ce qui m'a plu. Il a choisi d'aller au-delà du concert et d'aller au-delà de la réussite du méchant et de pas finir là-dessus. Il aurait pu aussi finir sur la maison, mais ça après ça devient... Après ça enchaîne, ça s'arrête plus. Ouais, parce que moi j'aurais fini le film justement sur la porte, tu vois. Je pense que moi, ce que j'ai jailli... Oui, il ouvre la porte et là ça se finit, on sait pas ce qu'il va lui faire. Ou non, même quand il y a les flics qui arrivent et qu'ils s'enferment dans la maison, genre. Et on comprend que les flics le flinguent après, genre. Moi, parce que moi, ça m'a pas forcément dérangé qu'on sorte du concert, parce que je trouve que le concept était exploité à fond. Et à partir du moment où tu pouvais plus l'exploiter, c'est un concept de court-métrage, genre. Et puis après, oui. De moyen-métrage, en tout cas. Mais en fait, j'avais pas trop de défauts à relever quand il y a tout le délire de la prise d'étage, avec la limousine, il y avait pas trop de défauts, je trouvais. Tout était cohérent, c'est que la meuf, elle est sécurisée, elle a son garde. Mais après, elle est plus sécurisée du tout, t'as vu la limousine. Ouais. Donc, elle est passée où, elle est partie. Bah, ça, c'est après, tu vois. Non, mais bizarre, donc, l'utilisation du portable fonctionne, le fait que, du coup, le rôle du portable soit super important par rapport au fait qu'elle soit connue, et le fait qu'on sache pas ce qui se passe derrière la porte, est-ce qu'il a tué sa famille ou pas. C'était bien écrit aussi le fait que Saleka lui prenne le téléphone. Ouais, au parce piano, que ouais. C'est vrai que Saleka, dans le film, à partir de ce moment où elle sort de la maison, elle cherche un seul moyen, c'est comment elle va faire. Elle a peu de moyens. Elle se dit, c'est quoi, il doit simplement rentrer chez elle, enfin, accompagner jusqu'à la voiture, tu vois, et la gamine doit rentrer chez elle avec Josh Hartnett. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle va dire, je vais rentrer avec vous, elle va se mettre en danger elle-même, parce qu'elle se dit, si j'arrête là, il va s'en sortir, ou je ne sais pas, il va s'échapper. Bah, l'autre va mourir, là. Elle va chercher un moyen de rester avec le danger, parce que rester avec le danger, c'est rester avec la vie de l'asiatique, de l'enfermer. Et après, comment elle pense, elle ne sait pas quoi faire. Pendant tout le reste du film, elle cherche juste à gagner du temps, elle ne sait pas quoi faire. Elle met 20 minutes à trouver la solution de en fait il faut lui prendre le téléphone. C'était ça qu'il fallait faire. Parce que si je lui prends le téléphone, il a plus de moyen de pression. En fait, c'était juste ça qui faisait qu'il était supérieur à moi pendant toutes les séquences. C'était qu'il avait un moyen de pression. Ouais, et c'est là que tu te demandes s'il est vraiment capable de péter les plombs au point de briser sa double vie et donc de tuer sa famille. Et au final, on découvre quand même que non, qu'il les a enfermés. Et qui était tellement pris dans l'émotion que il avait pas prévu le délire de l'arbre, de la fenêtre. Possible, hein. Donc c'était intéressant de voir que le personnage quand même garde ses moyens même quand il pète un plomb, quoi. C'est que il va quand même pas tuer sa famille non plus, quoi. Il voulait quand même préserver à fond sa possibilité de vivre ses deux vies, on va dire. Et c'est là que je disais l'utilité de ces personnes-là qui pensent comme ça. Il ne tue pas la personne pour la tuer. Dans beaucoup de films, il l'aurait juste tué. Et ça serait fini, je ne sais pas comment, tu vois. Ouais, bah c'est un personnage qui voit des personnes comme un avantage, comme des otages, tu vois. Comme un point de pression, évidemment. Parce que lui, il sait qu'il est supérieur physiquement, donc là, il l'apprend comme un avantage, un moyen. Mais oui, toute cette séquence de la limousine, jusqu'à surtout la séquence où il y a toute la famille, c'est une séquence qui, en termes de tension, fonctionne bien. Et Shyamalan a cette capacité à filmer des trucs lambda, mais avec un symbole qui fait qu'il y a un peu de tension, quoi. Genre, il te fait des gros plans sur le portable. En vrai, c'est juste un portable, tu vois, mais quand tu sais ce que ça représente par rapport à tout le film et à son contenu, bah, c'est important au final. Et moi, toute la séquence où il l'enferme Saneka dans la voiture, ensuite il voit que sa famille est devant le parking, et les flics arrivent et lui il s'enferme dans la maison, en épargnant sa famille, on va dire, de ce qu'il a fait, Saneka. Si moi le film s'était arrêté à là, et qu'on aurait genre eu un fond dur noir et qu'on aurait entendu des balles tirées sur la maison... Pour moi, il fallait même pas connaître le sort. Moi, je pense qu'il aurait dû se finir sur genre le truc qui se ferme. Non, pour moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, il aurait juste dû se finir sur Saleka qui ouvre la porte, lui qui avance, on sait pas ce qu'il va lui faire. Ça aurait peut-être fait fin trop ouverte. Trop ouverte pour une suite, c'est vrai. Déjà que la fin est un peu, voilà. Mais non,
Pour moi, moi, ça aurait été parfait comme ça. Moi, je l'aurais bien fini comme ça. Parce que pour moi, ensuite, ça part sur des grosses facilités scénaristiques. Bon, le truc du tunnel sous la maison, ça j'ai trouvé ça logique par rapport à son personnage, on va dire. Mais le coup il a réussi à assommer un gars du SWAT, puis il a réussi à prendre sa place, puis il a piloté la limousine, l'autre a pas reconnu sa voix, et ensuite il s'arrête parce qu'il est fanboy. La limousine, elle a pas reconnu sa voix. Ouais, parce qu'il a parlé un coup. Bah oui, je pense qu'il y a des spectateurs. Alors pour moi, c'est une voix traumatisante. À partir d'un stade, ce gars, c'est une voix traumatisante, tu vois. Et ensuite, t'as elle qui réussit à péter le poteau de la portière de la voiture, d'une voiture qui lui a coûté je sais pas combien de millions de dollars. Ah, la portière. Ouais, la portière. Et puis l'autre qui réussit à sortir du véhicule, à simuler un faux corps avec des livres et des combis comme ça. Et puis après, il s'échappe, c'est ça? Ouais, il se réchappe et tout. Il y a une ellipse. Et en fait, après, une ellipse, et là, la maison est censée être sécurisée. Là, il réussit quand même à re-rentrer dans la maison de la merde. Là, j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop loin. Là, je suis sorti. Là, c'était du vendredi 13 où ça. Là, c'était du vendredi 13 où ça partait dans du cheapo si on assumait le truc, quoi. Mais ça m'a sorti du film, ça. Surtout qu'ensuite, il se met en torse-poil parce que Josh Hartnett, et ensuite t'as ce pseudo-twist où c'était moi qui avait présumé que t'étais peut-être le boucher. Après, j'ai pas trouvé ça incohérent parce que, évidemment, tu vis toute ta vie avec cette femme et au bout d'un moment, elle va capter quand même, c'est ta femme, quoi, elle dort avec toi. Mais même si, oui, le twist était un petit peu tarabiscoté, quoi. Ça, c'est ce qui nous confirme. Après, on l'avait eu avant parce qu'il y avait quand même eu la séquence importante. On ouvre la porte, tu vois, le plan à double information. Très sympa où il y a Josh Hartnett sur les couloirs du backstage, dans les couloirs du backstage. Et à droite, toutes les caméras, tous les écrans des policiers qui sont en train de le scruter. Et je trouve la profilée est très bien écrite aussi, très intéressante, assez maligne. Elle pense bien. Il y a une belle phrase aussi que j'ai bien aimée quand elle l'avait toujours pas trouvée justement là, à ce moment-là du film. Elle disait « Dans les 20 prochaines minutes, un de vous va le voir. C'est obligatoire, c'est statistiquement prouvé, c'est certain. » Ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça montre ça montre sa compétence, tu vois, mais il y a tout un tas de scènes comme ça, de petites scènes qui montrent sa compétence. Faut bien écouter, il y a des moments où on l'entend parler. Ça montre sa compétence. Je trouve ce personnage très bien écrit, le reste des flics sont assez, comme souvent mal écrits, est assez comme souvent mal écrit. Mais oui, à partir de là, et de voir Saleka parler avec les flics, on comprend qu'en fait c'était vraiment une supercherie et qu'en fait ça rappelle un peu la réalité dans le sens où c'est vraiment la fille de Shyamalan, elle est pas si connue que ça. Mais comme on a ramené autant de gens, enfin c'est bien. Le concert, il a quand même une si je puis dire, un paramétrage étrange. Bah, il y a des trucs qui n'ont aucun sens. Hein, parce que c'est quand même un concert, les gars. Il y a 500 entractes dans un concert déjà. C'est un concert d'une jeune artiste. C'est pas Michael Jackson ou Lady Gaga qui a 60 chansons. Et du coup là, on peut faire des entractes, tu vois. Non mais peut-être, mais là. Mais surtout le fait, par exemple, t'as des entractes où lui qui se barre tout le temps du concert, et t'as genre 10 milliards de personnes dans les couloirs, dans le concert, à l'extérieur du concert lui-même, quoi. Comme si c'était un gros centre commercial, on dirait qu'il y a 5 concerts dans le même endroit, alors que non, il n'y en a qu'un, genre, mais il y a quand même 10 000 personnes à l'intérieur. En fait, ça n'a pas trop de sens, hein. Ce qui fait que ça facilite le personnage, ça facilite le fait qu'il s'infiltre, etc. De voir en fait, d'avoir la confirmation que tout ça n'était que supercherie, peut ramener à la réalité de qui est Saleka dans la vraie vie, une artiste qui n'a pas percé, et du coup avec ce film-là, on espère, Shyamalan lui fait une grosse pub, en fait ça devient presque cynique. Surtout on dirait qu'il s'autocritique quand t'as Saleka qui parle mal de son père et tout, et que lui s'est mis à la place de l'oncle, et du coup Shyamalan fait son caméo classique qu'il fait toujours, où justement son oncle aussi est con, et c'est lui qui accepte de ramener Josh Hartnett dans le truc, donc les deux personnalités de donc il y a une espèce d'autocritique par rapport à ce que elle avait du mal à son père, et là elle voit que le père d'une fille, il est le tueur, et donc c'est aussi pour ça que peut-être elle accepte d'aller voir la famille et de leur montrer la vérité, donc peut-être quelque chose d'un peu profond sur ce personnage-là. Par contre, en termes d'acting, je l'ai pas trouvé extraordinaire, Saleka, dans le sens où je trouve que, expressivement parlant, je trouve qu'elle a pas beaucoup d'expression dans son visage, elle est assez fade, malheureusement, ce qui fait que je l'ai pas trouvé, soit elle était trop calme, en fait, ou soit elle était pas, après on n'a pas vu le film en VO, ou soit elle était pas non plus excellente actrice, quoi, donc je vais pas dire que c'était la perf de l'année, hein. Et puis ensuite il y avait ce dernier acte avec sa femme. J'ai bien aimé le délire du poison dans le gâteau, ça c'était marrant. Non, mais c'était moi j'ai bien aimé. Je l'ai écrit en plus. Ouais. Je l'ai écrit, j'ai dit je le savais. J'ai fait c'est le truc c'est sa vie familiale qui le trahit, tu vois. C'est pas le truc qui m'a dérangé. C'est juste le délire d'après où ça part en mode split, où le gars il est torse-poil, où il arrive à démonter 3 flics tout seul, à survivre à 5 coups de taser et à je sais pas quoi. J'ai fait bon, c'est un peu forcé quand même. Le nom du personnage c'est Cooper. Ouais, c'est Cooper. On l'a jamais dit. Ouais.
Cooper. Mais... L'hôpital et le pompier, Ouais. oui, c'est comme ça qu'elle a deviné. Ouais, et puis t'as tout... J'ai pas compris. Après, j'ai Comment pas sa trop femme a compris, deviné, c'est comment les flics, parce que du coup, les flics qui surveillaient le était truc, tueur. j'imagine c'est quand elle a mis son truc de café, c'est là qu'ils ont compris qu'il était là, genre, mais le Quand signal... viennent les tasers, c'est la fin du film. Ouais, là, ça faisait vraiment Split, où le gars, il était un surhumain, le Ouais, gars. ouais, ça rappelait la mauvaise Mm. mise en scène alcoolique. Moi, ce que je veux dire de la fin, c'est qu'elle m'a beaucoup rappelé Jason, avec Surtout, le la mère. passage où il va voir sa Bah, mère. tout ce qui est touché à la mer, ça fait très Jason, très... Dualité, il est psychopathe, il est taré, on apprend qu'il est, on creuse vraiment dans sa personne, et là, c'est un personnage qui est tout autre. Et ça devient... Je vais pas dire ridicule, Mm. mais c'est la version où Shyamalan a accepté de nous expliquer. Et il y a beaucoup de films où on se plaint justement qu'on ne creuse pas assez. Moi je pense à Joker, il y en a beaucoup d'autres, hein, où on peut se plaindre que les réalisateurs ne creusent pas assez écrivant tout ça, mais surtout l'approche d'un réalisateur, le point de vue de ne pas assez creuser, de ne pas aller assez loin dans une problématique. Là il y va hein, sur la psychologie, il explique bien la dualité. Il cherche à tout nous faire comprendre. Mm. Surtout Mais que, ouais. pour moi, ça dénature pas la personnalité, mais ça enlève du charisme, et automatiquement, moi, ça me plaît moins. Ajouter à cela les incohérences, les facilités d'écriture qui sont renforcées, qui se renforcent, les actrices que j'ai pas trouvé terribles, notamment sa femme, là. Ça faisait très film classique. Après, sa femme, elle rappelle beaucoup les actrices qu'on prenait pour jouer des mamans, là, un peu dans Insaisissable, putain. Dans Sixième Sens, dans les années 80, là, les mères de famille. Il y a un côté années 90, plutôt 90 qu'années 80, qui ramène un peu au film de Shyamalan d'avant, où le foyer, où le père, l'homme qui est bizarre, et c'est un peu horrifique, etc. Et un hommage à Psycho, bien entendu, où on dévoile d'un coup la seconde personnalité de notre tueur, qui devient taré, sauf qu'il n'avait jamais vraiment été gentil jusque-là. Il y a un hommage au personnage de Norman Bates. Surtout que le film s'appelle Trap, et au final tout le film est entre guillemets un piège dans une échelle psychologique. C'est peut-être la psychologie est plus importante que le côté facilité scénaristique dans ce film-là, avec le fait que le personnage est constamment pris au piège en fait dans le concert, puis il est pris au piège de son rôle de père où il ne veut pas montrer à sa fille, à sa femme, etc. Qui il est réellement. Et donc ensuite à la fin de ce film, il est libéré de ce piège entre guillemets. Et ensuite dans le dernier acte, il rentre dans le piège de nouveau où il y a les flics qui l'attrapent où il retourne dans sa maison. Ce qui fait vraiment le personnage qui est super méthodique et qui accepte quand même de revenir chez lui en se doutant pas que les flics surveillent potentiellement sa maison. Ce qui me paraît un peu logique. La femme s'appelle Rachel, ça peut vraiment filmer. Et puis la fin qui fait aussi très très cliché, c'est le gars il a buté 12 personnes, il les a découpés vivants, etc. Et tu dis, les flics vont accepter à ce que le gars reprenne son vélo, fasse un câlin à sa fille, j'ai trouvé ça un peu grossier. Tout oui, ça symbolise le personnage, c'est un personnage qui est redonné, donc il remet le vélo debout, mais évidemment qu'il y a un piège avec ça, ce qui est un peu grossier aussi, donc de prendre l'une des tiges de la roue de vélo. Et donc le fait qu'il fasse un câlin à sa fille, je trouve que c'est un peu grossier, puis du coup ça arrivait inéluctablement à cette fin assez classique de slasher, où en fait le gars il est jamais vaincu, et il va encore s'échapper encore une fois. Et donc ça pourrait, là je pense pas qu'il y en aura, parce que c'est un film qui suffit à lui-même, mais en vrai s'il pouvait, il pourrait faire des suites à ce film-là, parce que le personnage serait peut-être devenu un fan favorite, il est charismatique, les gens l'aiment bien, et tu pourrais peut-être le confronter à des situations différentes, qui peuvent être rigolotes, quoi, mais oui, c'est vraiment une fin de slasher où le slasher il est jamais vaincu, tu vois, donc j'ai trouvé ça un peu... Oui, il a tué un sniper à un moment dans le film. Chez les voisins, il y avait un sniper, c'est ce que dit la profileuse. Ouais. Donc là aussi, facilité, enfin... Je sais pas, il arrive à tuer... Je sais pas. Vous ferez votre propre avis là-dessus. Il y a une phrase qui m'avait fait rire du personnage, je crois que ça m'arrive quand je vois quelqu'un entier. Pour accentuer sur le fait qu'il ne se sent pas entier. Mais je pense qu'il y a des films beaucoup plus intéressants sur la double personnalité, sur comment se sentent ces personnes-là. Regardez au quotidien notre... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont plus intéressantes que cela. Après, je saurais pas vous dire quoi là comme ça. Mindhunter, je saurais pas sûr. Pas le meilleur, pas la fin que j'attendais, pas la fin escomptée. Non, le film aurait dû s'arrêter avant. Et on aurait peut-être évité un peu plus le côté, on va virer dans un slasher un petit peu plus classique, un peu plus osef. Bon, il y a aussi le côté des codes couleurs, c'est que sa famille sont habillés en bleu, ce qui est la couleur de la positivité à peu près. Et sa femme est habillée en violet, ce qui est le mix entre le rouge et le bleu pour montrer qu'elle était dans le coup au final, dans le final. En tout cas, c'est mes interprétations, je dis ça comme ça, mais il y a toujours son jeu de codes couleurs évidemment. Non, même en partie spoiler, hein, évidemment.
Mais voilà, sinon en dehors de ça, le film aurait dû s'arrêter plus tôt, avec une fin un peu plus ambiguë, et peut-être s'éloigner de ses plus grosses, de ses facilités scénaristiques un peu plus grossières, et de cette fin un peu plus kitschounette, on va dire, un peu trop slasher au série B, qui sort du concept, et puis voilà. Voilà, pour conclure, moi je voulais terminer sur quelques points techniques. La musique, du coup, précisée, il n'y en a pas d'autres particulièrement, sinon des thèmes d'ambiance basiques, classiques, de dérangement, d'angoisse. Dérangeant d'angoisse. Sinon, quelques arrangements sur les musiques de sa fille, qui sont réorchestrés un peu à la manière d'un film classique, de manière classique orchestrale. Donc j'ai bien apprécié, un petit travail mais pas grand chose. Le travail le plus gros est celui de sa fille. Et pour la caméra, comme j'ai dit, c'est la meilleure réalisation de Shyamalan depuis Old au moins. Avec de superbes plans de caméra qui bougent beaucoup, mobiles, notamment autour du personnage, du coup avec les regards de Josh Hartnett, la caméra qui bouge dans un coin, sa tête que dans un coin, il suit la caméra du regard souvent, comme s'il nous regardait un peu. Surtout qu'il aime bien faire des petits panoramiques circulaires autour de lui pour montrer qu'il est là au milieu du truc, mais au final il est complètement, il a un œil complètement inondé de ce qu'il n'est pas en fait. Ouais. Oui, ce côté humoristique, il y a ce côté, il a un œil attentif à chaque pas, à chaque chose. Mais on peut l'interpréter comme l'on veut. Le tout est de savoir que c'est intéressant, c'est malin. Et c'est au bon endroit. Sinon, les quelques super plans avec lumière ou pas sur Josh Hartnett, globalement, c'est un film qui tourne autour de Josh Hartnett. Si vous n'adhérez pas à ce type de personnage, même à l'acteur lui-même, ce qui m'étonnerait, parce qu'il a quand même si vous l'aimiez pas jeune, il a quand même changé. N'allez pas voir ce film, mais bon, c'est un peu trop tard. Mais c'est un film auto-centré sur ce point-là, sur cet homme-là que j'ai envie de revoir sur d'autres projets, peut-être, je sais pas, plus émotionnel, ou alors, moi comme je te dis, un truc à la Hit, où il joue un méchant, je le vois bien en méchant, où il joue un méchant qui est pas taré, tout simplement. Non, je le vois bien dans un truc de super-héros, je vois bien. Il a la mâchoire carrée, il a plus de charisme avec l'âge, maintenant qu'il est devenu connu et qu'il ressort un peu de sa petite retraite de fame. Voilà, qu'on lui donne un rôle intéressant quelque part, d'ici Marvel, comme vous voulez. Il aurait fait un bon Batman plus jeune, parce dans celui-là, on voit vraiment qu'il a ce regard noir, avec cette mâchoire carrée, le côté brun, qui fait que ça l'aurait bien fait plus que Superman, je pense. Donc voilà, mais en tout cas, moi, j'ai plus rien à dire, si t'as quelque chose à rajouter. Dédicace au plan très inquiétant que vous voyez tous dans les bandes annonces avec le Renoir, et lui, donc vendeur de t-shirts dans le concert. Très inquiétant, juste faire un plan rapproché comme ça sur les visages d'un coup par rapport au montage qui surprend un petit peu, ça inquiète, et le centrer le visage comme ça du personnage avec une courte focale, tout ça c'est ce qu'il faisait aussi avant, et c'est ce qu'il fait souvent dans ses derniers films vraiment, où il sait rendre inquiétant à sa manière sans forcément respecter une grammaire absolue du cinéma. Il s'en use parce qu'il sait démarquer ses plans, c'est là que je dis que c'est malin. C'est qu'il met une démarcation et qu'automatiquement vous voyez, même si vous connaissez pas la grammaire du cinéma, vous ressentez l'inquiétude, donc ça c'est fort. Et de voir à quel point comment il étudie ses endroits, ses places, pour écrire notamment les moyens de solution du personnage, comment il met en scène l'ensemble, c'est extrêmement efficace. C'est du Shyamalan, c'est d'une efficacité rarement prouvée ailleurs. Vous voyez Garland, c'est efficace aussi, mais là c'est encore mieux. C'est un connaisseur, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, j'espère que Shyamalan reviendra pour nous proposer un projet qui va cette fois pleinement nous satisfaire, on espère, et voir Josh Hartnett continuer sa petite résurgence à la manière d'un Brendan Fraser ou d'un Ki Woo-Kwan par exemple récemment, et nous proposer des interprétations pour des réalisateurs et des rôles intéressants à l'avenir. Mais voilà, Trap pour nous c'était bien, mais sans plus, parce que la fin tombe un peu à l'eau. Donc voilà. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis sur le film, à partager, etc. Et donc, ciao.